Nous avons précédemment défini les dérivées suivant le premier et le deuxième vecteur pour une fonction de deux variables. Nous allons généraliser ces définitions et définir ici la dérivée selon un vecteur quelconque qui n'est pas forcément qui ne sont pas forcément les vecteurs de la base canonique. Donc là encore, nous allons prendre dans cette vidéo U un ouvert de R2 et petit f une fonction de U dans R. Donc première définition, si petit a est un point de U et V est un vecteur du plan non nul, alors nous allons définir la dérivée suivant le vecteur V en A pour la fonction f. Donc on dira que la fonction f est dérivable selon le vecteur V en petit a ou dans la direction du vecteur V, si la fonction qui à petit t associe f de a plus tv est dérivable en 0. Alors cette fonction, c'est une fonction réelle. Ici, petit t est une variable réelle, c'est donc une fonction de R dans R. La dérivée de cette fonction en 0, si elle existe, est alors appelée dérivée de f selon v en a, et on la note d grand D, indice v, de f de a. Et donc, avec la définition que nous avons donnée, donc la dérivée selon v de f en a, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus, alors je ne sais pas pourquoi je mets h, tout à l'heure j'avais dit v, donc c'est la dérivée quand t tend vers 0 de f de a plus tv moins f de a sur t. Il est important de comprendre sur une figure à quoi correspond cette dérivée directionnelle. Imaginons sur la figure de droite, en reprenant toujours le même exemple pour la fonction f, dont le graphe est donc sur la page de droite, imaginons que je choisisse petit a égale moins 1. Donc ici en gris, je place le point sur le plan horizontal et en noir ici, je place, avec cette croix noire, le point du graphe qui correspond. Donc ce point est à la verticale du point de coordonnées moins 1 et il se trouve sur la surface. Je vais choisir un vecteur v, par exemple le vecteur de coordonnées 1, moins 1, c'est-à-dire qu'ici il serait à peu près comme ceci. Ici j'ai un vecteur v. Nous allons maintenant essayer de visualiser le graphe de la fonction qui à petit t associe f de a plus tv. Pour cela, il s'agit de se représenter l'intersection du plan vertical qui contient le vecteur v, donc dirigé par le vecteur v, avec le graphe de f. Il faut dessiner cette intersection. Donc ici, nous obtiendrions quelque chose, alors c'est toujours un peu difficile à dessiner. Alors, il n'y a pas besoin qu'il y ait une bosse comme ceci, ça plonge un peu, ça repasse là, et là on monte, et on a éventuellement quelque chose de cette forme-là. Donc ceci, c'est le graphe de la fonction qui a été associe f de a plus tv, puisque f est calculé en partant du point A, et toujours dans la direction du vecteur v. Donc finalement, si je trace la droite qui correspond sur le plan horizontal, c'est à peu près cette droite-là, voilà, qui doit passer par ce point-là. Et je trace donc la partie du graphe de f qui se trouve au-dessus de cette droite. Donc nous remarquons que cette courbe rose est une courbe qui est inscrite dans le plan tracé en pointillé vert, et c'est le graphe de la fonction qui a t associe f de a plus t fois v. Donc si cette fonction est dérivable en 0, cela prouve que en petit a, ce graphe en rose admet une tangente. Alors il se trouve que si nous faisons l'hypothèse que la norme de v est égale à 1, eh bien, lorsque nous voyons qu'ici nous avons donc un vecteur de norme 1, ce qui signifie que quand nous prenons la norme de cette quantité, c'est égal à petit t. Et comme nous divisons par petit t, eh bien, toutes ces considérations permettent de montrer que dans le cas où la norme de v est égale à 1, la pente de la tangente ici au graphe rose, c'est exactement la dérivée selon v de f en a. Donc cela représente une pente. Nous verrons un tout petit peu plus tard que si la norme de v n'est pas égale à 1, la pente de cette tangente c'est égal à la norme de v fois la dérivée que je viens d'écrire ici. Maintenant, il existe deux vecteurs particuliers. Ce sont les vecteurs les vecteurs qui dirigent l'axe OX et celui qui dirige l'axe OY. Donc le vecteur 1, 0 et le vecteur 0. Si je trace la courbe, qui est à peu près cette tête-là,
la courbe que l'on obtient en intersectant le graphe de f avec l'axe vertical dirigé par l'axe x. Eh bien, cette courbe, nous savons que lorsque nous prenons la pente de sa dérivée en 0, nous obtenons ici une tangente dont la pente, c'est la dérivée suivant le vecteur 1, 0 de f. Et donc, cette pente, c'est exactement la dérivée suivant le vecteur 1, 0 de f en a. Et par définition, cette pente, c'est d rond f sur d rond x en petit a. Nous remarquons que la pente de cette tangente, c'est ce que nous avons pris comme définition pour d rond f sur d rond x en petit a. Bien entendu, si nous faisons la même chose avec le vecteur 0, 1, nous avons ici une courbe qui ressemble à peu près à ça. Eh bien, la pente de la tangente au point petit a de cette courbe, donc je n'ai plus trop la place de l'écrire, je vais la mettre ici, la dérivée selon le vecteur 0, 1 de f en a, c'est d rond f sur d rond y en petit a. Un peu plus tard, c'est en fait tout de suite, donc théorème important. Si f est de classe C1 en un point petit a dans U, donc l'hypothèse C1 est indispensable, alors f admet des dérivées en petit a selon tous les vecteurs. Et deuxième point qui permet de préciser le premier, si nous prenons un vecteur v non nul de coordonnées petit h et petit k, alors la dérivée de f en a selon le vecteur v, c'est h fois d rond f sur d rond x en petit a, plus k fois d rond f sur d rond y en petit a. Il est possible d'écrire cela comme un produit scalaire, puisque petit h est la première coordonnée du vecteur v, et petit k est sa deuxième coordonnée, alors que d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y en petit a sont les coordonnées du gradient de f en a. Donc c'est exactement le produit scalaire de v et du gradient de f en a. Cette dernière relation permet de préciser ce que je faisais comme remarque à la fin de la figure page de gauche concernant la norme du vecteur v. Si nous prenons deux vecteurs collinaires, par exemple un vecteur v' qui est égal à lambda v, alors la formule précédente permet de dire que la dérivée selon v' de f en a, c'est lambda fois la dérivée selon v de f en a. Donc pour que le dessin précédent soit bien valable et que la dérivée selon v soit bien la tangente au graphe qui est l'intersection d'un plan vertical et du graphe de f, il faut prendre v de norme 1, sinon il y a une dilatation, une multiplication par une constante. Donc passons maintenant à la démonstration de ce théorème. Pour la démonstration, nous introduisons quelques notations. Déjà, nous allons appeler petit h et petit k les coordonnées de petit v et x0 et y0 celles de petit a. Nous introduisons ensuite un réel t non nul. Et puis également, comme U est un ouvert, nous allons noter grand B, la boule ouverte de centre petit a et de rayon alpha, de telle sorte que cette boule ouverte soit incluse dans grand U. Nous allons, puisque f est de classe C1, pouvoir écrire le développement limité à l'ordre 1 de petit f au voisinage de A. Cela va s'écrire de la manière suivante. F de A plus t fois v est égal, lorsque le vecteur t fois v tend vers 0, à f de A plus la première coordonnée de tv, c'est-à-dire th, fois d rond f sur d rond x en petit a, plus la deuxième coordonnée de tv, donc t fois k, fois d rond f sur d rond y en petit a, et il nous reste donc le reste, donc un petit taux de la norme de t fois v. Pour la démonstration, nous introduisons quelques notations. Nous allons appeler h et k les coordonnées de petit v, x0 et y0 celles de petit a, et nous introduisons un réel t différent de 0. Comme U est un ouvert, nous savons également qu'il existe un alpha strictement positif, tel que la boule ouverte de centre A et de rayon alpha soit incluse dans grand U. Nous allons poser grand B, la boule ouverte de centre 0 et de rayon alpha, de telle sorte que si un vecteur V appartient à la boule que je viens d'appeler grand B, alors le vecteur petit a plus petit v appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon alpha, et donc appartient à grand U.
Nous pouvons alors écrire, puisque la fonction f est de classe C1, nous pouvons alors écrire le développement limité à l'ordre 1 de petit f qui va être défini au voisinage de petit a, et donc sur la boule grand B, lorsque tv tend vers 0, f de a plus tv est égal donc à f de a, plus ici la première coordonnée de t fois v, donc th fois d rond f sur d rond x en a, et ici la deuxième coordonnée de ce même vecteur tv, c'est-à-dire tk fois d rond f sur d rond y en petit a, et à la fin donc le reste qui est un petit taux de la norme de t fois v. Nous pouvons alors utiliser la définition d'un petit taux. Ce petit taux de la norme de t fois v, nous allons l'écrire en utilisant une fonction epsilon. Donc en revenant à la définition, il existe une fonction epsilon définie sur notre boule B qui vaut 0 en 0 et qui est continue en 0, et telle que f de a plus tv a donc exactement le même début que le développement limité qui se trouve en haut. C'est juste le petit taux que nous pouvons écrire comme la norme de t fois v fois cette fonction epsilon évaluée en tv. Ce développement limité, nous allons le réécrire sous la forme suivante. La norme de t fois v, nous allons l'écrire comme la valeur absolue de t fois la norme de v. Et alors, puisque le vecteur v est fixé, nous pouvons regarder ici cette fonction, elle ne dépend que de t. Nous allons l'appeler epsilon tilde de t. Elle ne dépend que de t, et si nous regardons cette fonction-là, eh bien, nous voyons qu'elle est définie au voisinage de 0, alors 0 dans R, puisque c'est une fonction d'une seule variable. Elle est continue en 0 et vaut 0 en 0, puisque ça n'est rien d'autre que la composition d'epsilon fois la fonction qui a t associée tv, et on multiplie tout ça par la norme de v. Donc puisque epsilon est continu en 0 et vaut 0 en 0, epsilon tilde également. Et ceci, ça va nous permettre de passer d'un développement limité d'une fonction de deux variables à un développement limité d'une fonction d'une seule variable, petit t étant la variable, puisqu'ici aussi, petit h et petit k sont fixés, ce sont les coordonnées du vecteur v qui est fixé. En définitive, nous obtenons que f de a plus tv est égal, lorsque t tend vers 0, à f de a plus t fois h d rond f sur d rond x en a, plus t fois k d rond f sur d rond y en a, et la partie qui reste avec epsilon tilde de t, finalement, c'est un petit taux de t. Et ceci, c'est un dl à l'ordre 1 de la fonction qui, à petit t, associe f de a plus tv. Cette fonction admettant un développement limité à l'ordre 1, eh bien nous pouvons dire qu'elle est dérivable en 0, elle admet un développement limité à l'ordre 1 en 0, et sa dérivée en 0, donc nous allons l'écrire comme ceci, eh bien c'est toute la partie qui est en facteur de petit t dans le développement limité. Donc si j'écris tout ceci en facteur, je peux mettre t en facteur ici, et la partie qui est en facteur, c'est la dérivée de la fonction que nous considérons. Donc voici la dérivée. C'est exactement le résultat que nous voulions démontrer, puisque par définition, cette dérivée de cette fonction par rapport à t, c'est la dérivée de f suivant le vecteur v en petit a. Donc cette dérivée selon v existe, et elle est égale à ceci qui est la formule du point numéro 2. Donc ce développement limité nous permet d'obtenir à la fois le point 1 et le point 2 du théorème précédent. Une dernière remarque pour terminer. Nous avons donc vu que la valeur absolue de la dérivée de f en a selon le vecteur v était égale à la valeur absolue du produit scalaire de v et du gradient de f en a. Eh bien, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette quantité est inférieure ou égale à la norme de v fois la norme du gradient de f en a. Et en particulier, si nous prenons v de norme 1, eh bien, c'est plus petit que le gradient, la norme du gradient de f en a. Ainsi, le gradient de f en a, c'est un majorant de la valeur absolue de cette dérivée selon v. C'est-à-dire que c'est un majorant de la pente
du graphe de f selon v. Alors pour cela, imaginez que vous faites du ski, vous êtes en train de faire du ski sur un terrain qui a la forme du graphe de f, et vous essayez de trouver la direction dans laquelle la pente est la plus forte pour descendre le plus vite possible. Alors déjà, première chose, si vous vous déplacez suivant le vecteur v, la pente, ce sera exactement, en valeur absolue en tout cas, la dérivée de f selon le vecteur v. Donc vous êtes sûr déjà que la pente la plus forte sera majorée par la norme du gradient de f en a. Mais ce majorant est atteint si v est égal au gradient de f en a divisé par sa norme, à condition que le gradient ne s'annule pas. Et pour ce vecteur v, la borne est atteinte, ce qui signifie que si, comme vecteur v, vous choisissez la direction du gradient, eh bien, vous êtes sur la ligne de plus grande pente. Donc on dit que le gradient détermine la ligne de plus grande pente. C'est donc dans la direction du gradient que f a la variation la plus forte. C'est là qu'elle croît ou qu'elle décroît le plus vite. Voilà, donc ceci achève cette vidéo sur les dérivées directionnelles.